Regardez bien, ce n'est pas une ambiance ferroviaire, mais une ambiance spatiale. Et oui, nous sommes à Samara, c'est à 1200 km au sud-est de Moscou, dans un endroit étonnant. C'est là que l'on assemble la fameuse fusée Soyouz, un engin qui a fonctionné et qui fonctionne toujours depuis plus de 50 ans et qui va être installé, vous savez, à Kourou, en Guyane. Et ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est que depuis 50 ans, c'est toujours le même rythme et même technique. Vous voyez que l'engin est assemblé. Là, ce que vous avez là, c'est l'étage central, ce qu'on appelle le deuxième étage. Vous voyez, tout est assemblé à l'horizontale. Alors qu'en Europe, on prend l'habitude, et aux États-Unis, d'assembler verticalement. Tout, depuis 50 ans, est fait à l'horizontale. Et là, vous avez donc là tous les éléments. Là, ce sont derrière moi, ici, vous voyez, des fonds de réservoir. Autrement dit, on fabrique les fusées Soyouz à la chaîne. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dès le départ, les Russes, enfin à l'époque c'était les Soviétiques, ont misé sur le chemin de fer pour le spatial. Regardez bien, tout est fait sur des chariots, puisque le terre horizontal, regardez, partout il y a des voies ferrées. Là vous voyez, c'est l'écartement standard, qui est un peu plus grand que le nôtre, l'écartement russe. Et tout est fait sur, donc, vous voyez, des chariots, en somme, des wagonnets, qui permettent, en quelque sorte, de faire avancer la chaîne de montage, pour qu'à la sortie, une fois le lanceur complet, eh bien, ce lanceur va être transporté à Baïkonour, c'est-à-dire à 2000 km de là, tout simplement sur une dizaine de wagons normaux et bâchés, c'est-à-dire que personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. Il y a simplement une fusée Soyouz qui est acheminée à Baïkonour. Et à Baïkonour, vous connaissez ces images, la fusée est acheminée sur son pas de tir, toujours à l'aide du chemin de fer, mais là sur un wagon érecteur qui dispose d'un immense bras de levier pour la mettre à la verticale. Et cette technologie, elle a fait école. Ariane est transportée sur son pas de tir, sur un immense wagon qui est sa plateforme elle-même, sa plateforme de tir, avec son mât ombilical, et le lanceur est transporté verticalement, mais tiré non pas par une locomotive diesel, mais par un gros tracteur MAN de 800 chevaux à 32 vitesses. Et la technologie ferroviaire, on va la retrouver également à Kourou en Guyane, puisqu'à Kourou en Guyane, entre le bâtiment d'assemblage et le nouveau pas de tir qu'on est en train de construire, eh bien le lanceur va être toujours acheminé par voie ferroviaire sur son wagon érecteur. Donc, ce DVD un peu spécial est consacré non pas au spatial, mais consacré aux transports spéciaux. Dans ce DVD, donc, un film et 4 bonus. Le film Transport exceptionnel. Et oui, savez-vous que c'est par chemin de fer, dans des wagons spéciaux calorifugés, que l'on acheminait la fonte en fusion depuis les hauts fourneaux jusqu'au convertisseur Bessemer dans les aciéries. Également, dans des wagons calorifugés, on transportait des lingots chauds à 800 degrés avant de les passer dans les trains de la minoire. On a transporté également les rotors géants pour l'usine marémotrice de la Rance. L'industrie pétrolière, pour ses raffineries, a demandé au chemin de fer de transporter de très gros éléments. Heureuse époque où la SNCF se mettait en quatre pour répondre aux besoins de l'industrie et d'aménagement du territoire. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Train cargo. Et oui, si on veut augmenter le débit des trains fret, eh bien il faut faire des trains beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds, en tenant compte bien sûr de la résistance des attelages. Mais également, il faut pouvoir résoudre le problème de la télécommande de plusieurs locomotives à l'aide d'un seul conducteur. Principe de fonctionnement et exemple à l'appui. Deuxième bonus, comment ça marche, le serpent gris. Et oui, Fret SNCF a assuré le transport, par exemple, des ossatures métalliques fabriquées en Italie et nécessaires à la construction des viaducs de la Durance sur la nouvelle ligne TGV Méditerranée. Troisième bonus, des idées d'avance, convois exceptionnels. Voici un certain nombre d'exemples insolites. Par exemple, le transport exceptionnel d'un sapin géant à travers la ville de Lyon depuis le Jura pour une exposition. Le transport de voitures voyageurs du train de l'Europe acheminé par la route jusqu'à Paris. Et le transport de 2 locomotives à vapeur 242 destinées au Brésil et donc fabriquées en France et acheminées sur 190 km par la route et par le rail jusqu'en Bretagne, au port d'embarquement.
Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier. Comme le chemin de fer est synonyme de sécurité, c'est à lui que revient le mérite de transporter la plupart des matières dangereuses que l'on ne veut pas voir, et on le comprend bien, sur la route. Je parle des substances chimiques, des substances radioactives. Eh bien, c'est un reportage auprès de ces hommes, pas comme les autres. « 32 milliards de voyageurs kilomètres en une année, ceci représente 568 millions de voyageurs transportés effectivement par les trains de la SNCF. Le trafic marchandises, exception faite des bagages et de la poste, révèle pour la même année plus de 53 milliards de tonnes kilométriques taxées, soit 13 200 000 wagons chargés et entrées chargées. Mais parmi ces trafics normaux qui roulent inlassablement sur les 39 000 km de voies des chemins de fer français, il y a des convois peu ordinaires et même parfois tout à fait exceptionnels. Cet énorme tube de 140 tonnes, de près de 25 mètres de longueur et de 2,50 m de diamètre, est une tour de lavage construite par la société Alstom à Belfort et destinée aux usines pétrolières de Lac. C'est uniquement par voie ferrée que ce lourd chargement reliera les pays enneigés de l'Est de la France aux 12 contrées méridionales. Dijon, Tours, Poitiers, Bordeaux seront les étapes de ce long itinéraire de 1171 km. Les problèmes posés pour la bonne marche de ce convoi spectaculaire furent aisément solutionnés par le Bureau des transports exceptionnels de la SNCF. En raison de sa longueur et de son poids, cette tour a dû être placée sur 2 bogies spéciaux et fut fixée sur 2 berceaux, reposant eux-mêmes sur les bogies par l'intermédiaire de 2 traverses pivotantes. Lac, enfin, où ce monstre d'acier va trouver son plein emploi et participer à sa façon au développement de cette vaste et moderne entreprise française, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Ne croyez pas que cet engin bizarre soit une fusée interplanétaire qui va prendre place sur l'aire de lancement. Ce n'est qu'un wagon mélangeur destiné au transport de la fonte en fusion. En effet, plusieurs usines sidérurgiques françaises effectuent, avec l'aide de la SNCF, ces curieux transports sur de petits parcours. Ainsi, du haut fourneau à l'usine utilisatrice, la baisse de température du métal liquide est très faible. Ceci constitue un gain considérable de temps et de combustible. On utilise pour ces transports des engins de construction spéciale dont les parois sont doublées intérieurement d'isolants réfractaires. La charge utile autorisée est 109 tonnes. Le poids total sur rail, 214 tonnes. Chaque wagon est surmonté d'une coupole qui sert au chargement de la fonte liquide. Le métal en fusion qui sort du haut fourneau coule dans un caniveau de sable, telle une guirlande luminescente. Lorsque la fonte liquide et rougeoyante pénètre à grand flot dans les wagons, sa température est de 1400 degrés environ.
Le laitier qui surnage sur la coulée est récupéré et versé dans des poches pour être utilisé sous diverses formes. Sans perdre un instant, le train spécial prend le départ. À l'usine utilisatrice, la fonte liquide est à 1310 degrés. Elle n'a donc perdu au cours du trajet que 90 degrés, différence de température relativement faible. Les wagons spéciaux ont la possibilité de faire basculer la poche sur son axe longitudinal pour permettre l'évacuation de la fonte au déchargement. Dans un fantastique feu d'artifice, le métal en fusion est reçu dans des wagons poches et sera immédiatement dirigé vers les convertisseurs pour y être traité. En un an, 183 264 tonnes de métal en fusion furent ainsi transportées entre diverses usines sur des parcours atteignant jusqu'à 15 km. Depuis quelques années, les lingots chauds sont transportés entre les usines sidérurgiques dans des containers spéciaux. Ce procédé supprime l'obligation de refroidir les lingots pour le transport entre les usines de coulée et d'usinage. Il évite les risques de modification dans la qualité de l'acier au cours de ces refroidissements. Il évite aussi le réchauffage de ces lingots froids promis au laminage et qui immobilisent les fours pendant de longs jours en exigeant une grosse dépense d'énergie. Ce container, dont la partie supérieure s'ouvre automatiquement par l'action de vérins pneumatiques, est efficacement calorifugé intérieurement par une couche en béton de vermiculite. Il va recevoir 2 lingots portés à la température de 800 degrés, qui tour à tour, dégagés de leur moule, vont être saisis par les puissantes mâchoires d'un pont roulant pour leur transfert dans le container. Les 2 lingots ne doivent pas ici dépasser le poids total de 18 500 kg, charge permise au container. Cependant, d'autres aménagements peuvent recevoir de plus fortes charges. Aussitôt mis en place, les lingots sont recouverts par la partie supérieure du conteneur qui vient fermer hermétiquement celui-ci. Et c'est ainsi que s'opère le chargement de plusieurs wagons qui bientôt seront incorporés dans un train de marchandises régulier et acheminés vers leur destinataire. Si ce transport de lingots avait sa place il n'y a pas très longtemps encore, parmi ceux un peu exceptionnels, il est aujourd'hui devenu courant et tout à fait normal. Car en 1959, 28 800 tonnes de métal chaud furent ainsi transportées. À leur arrivée à l'usine destinatrice, les lingots vont être aussitôt déchargés et dirigés sur les ateliers de traitement. Leur température a baissé de façon tout à fait insignifiante sur de courts trajets, car on a constaté que sur un parcours de plusieurs heures et de près de 100 km,
les lingots chargés à 770-800 degrés révélaient une température à l'arrivée variant entre 725 et 730 degrés. Cette imposante pièce mécanique, largement colorée, est le rotor destiné à la première turbine française, utilisant l'énergie des marées, provisoirement installée dans un ancien bassin de radoux du port de Saint-Malo. Construit à Grenoble, cet élément essentiel de la turbine ne pèse pas moins de 90 tonnes. Son diamètre est de 3,50 m et sa longueur atteint 7 mètres. Son transport va s'effectuer entièrement par voie ferrée. C'est une traversée de la France de sud-est en nord-ouest que va accomplir notre voyageur de marque sur plus de 1000 km. Après Chambéry, Dijon, la banlieue parisienne, d'autres villes encore salueront tour à tour son passage. Que de soins apportés pour le transport de cet enfant chéri de l'industrie hydroélectrique. Cela se conçoit aisément puisque son sort est étroitement lié aux destinées d'une nouvelle branche de la production de l'électricité, l'énergie marémotrice. Saint-Malo. La patrie des corsaires n'accueille plus aujourd'hui des Duguay-Trouin ou des Surcouf victorieux et couverts de gloire au retour de longues courses sur les océans. Les temps ont changé et si les vieux remparts, témoins d'une autre époque, rappellent les gloires passées, ils pourront d'ici peu, avec les Malouins, fêter une nouvelle victoire de l'homme sur l'élément, l'asservissement de la formidable puissance des marées au bénéfice de l'humanité. L'installation d'essai, qui développera 9000 kW sous une différence de niveau de 5,50 m, peut être considérée comme le prototype du futur barrage-usine de l'embouchure de la Rance. Ce dernier engin, appelé absorbeur, et destiné à la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, constitue dans ce genre de transport une sorte de record. Long de près de 31 mètres, d'un diamètre de 2,75 m, il accuse le poids coquet de 216 tonnes. Son transport entre Arles et Lac est assuré sur un couplage composé de châssis de wagons équipés de berceaux pivotants. Au départ d'Arles, le mastodonte métallique a été recouvert de bâches isolantes au néoprène pour permettre une circulation sans danger sur les lignes électrifiées. On passe à Montpellier, capitale universitaire du Languedoc. Puis c'est Frontignan et son vin de muscat réputé. Le convoi longe maintenant les importantes installations de raffinage de pétrole installées dans les environs de la petite ville de Sète. Puis, franchissant un canal sur un moderne pont-levis métallique, il se dirige maintenant vers Béziers. Roulant dans la plaine languedocienne, on peut se rendre compte ici de l'importance et de l'étendue de ce spectaculaire transport. La cathédrale Saint-Nazaire, véritable forteresse de Béziers, témoin de la croisade des Albigeois, reste indifférente aux progrès qui passent. Puis c'est Narbonne, capitale incontestée du vignoble languedocien, et un des plus grands centres de transit français pour les transports vinicoles. Voilée de brume au fond de sa vallée, Lourdes, centre mondial de pèlerinage, est bientôt franchie.
Et voici Lac, le terminus. Sans aucun incident, l'extraordinaire convoi a parcouru les 583 km de son trajet en 29h26, arrêt compris, soit 16h40 de marche effective à la moyenne de 35 km à l'heure. Ce transport exceptionnel offre un nouveau record à la SNCF, celui de la plus lourde charge indivisible transportée par fer. En pénétrant dans les installations de l'usine de Lac, la vue se porte sur un curieux décor, tout jaune, tandis que l'odorat se trouve surpris par l'âcreté de l'air. Le soufre, à l'état liquide issu des unités de raffinage, il est projeté sur les aires de stockage où il se solidifie au contact de l'atmosphère. Le gaz de Lac étant très sulfureux, la production du soufre vient en deuxième position. Les produits obtenus en traitant 1 million de mètres cubes de gaz sont les suivants. 600 000 mètres cubes de gaz sec, 200 tonnes de soufre, 10 tonnes de propane, 10 tonnes de butane et 35 tonnes d'essence. Avant l'exploitation du gisement de Lac, les transports de soufre par chemin de fer étaient relativement peu importants. En 1957, 67 400 tonnes seulement ont été remises aux lignes de la SNCF. Cela résulte de ce que le soufre provenait surtout d'importations par mer, que les usines et raffineries sont installées dans les ports et qu'elles en réexpédient une partie importante par des voies concurrentes et également sous d'autres formes que le soufre brut. L'exploitation du gisement de Lac s'étant développée beaucoup plus rapidement qu'il n'était prévu et sa production en soufre dépassant largement le volume de nos besoins intérieurs, une assez forte proportion peut être destinée à l'exportation. C'est pourquoi une installation mécanique tout à fait moderne de chargement en wagon fut construite dans l'enceinte de l'usine. Poussé par un bulldozer, le soufre pulvérulent tombe dans une trémie sous laquelle passe une bande transporteuse qui va le hisser jusqu'à la tour de chargement. Le train de 24 wagons trémies est chargé automatiquement par un dispositif répartiteur de la charge qui est de 1200 tonnes. Ce système de chargement ultramoderne et rapide évite d'autre part toute perte du produit au cours de la manutention. Aussitôt chargé, le train prend le départ pour le port de Bayonne-Blampignon, où il va remettre son chargement entre les mains des navigateurs. En 7 mois, 4 775 de ces véhicules ont transporté 227 162 tonnes de soufre qui ont été expédiées par bateau vers des ports français et vers des pays étrangers tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Benelux, etc. En outre, toujours dans la même période, 5092 wagons tombereaux de la SNCF ont été chargés à Lac pour Bayonne et d'autres destinations comme Marseille, Bordeaux, Toulouse et bien d'autres villes encore, ce qui porte le tonnage transporté à 348 743 tonnes de soufre. Bayonne, plaque tournante de l'exportation du soufre de Lac. Pendant que vont se dérouler les opérations de transit entre le train et le bateau, qu'il nous soit permis de regarder l'avenir avec un optimisme confiant. Car selon les prévisions de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, lorsque le taux de production atteindra 20 millions de mètres cubes de gaz brut par jour, le tonnage de soufre sera de 1 400 000 tonnes par an, dont 1 250 000 seront expédiés à l'installation portuaire de Bayonne-Blampignon par train complet de 24 wagons trémies et de 1200 tonnes de charge, soit 25 000 wagons. Le complément sera expédié en wagons tombereaux vers les destinations intérieures.
Pendant que le soufre est chargé dans un bateau pour quelques destinations lointaines, et en terminant ce tour d'horizon sur les transports exceptionnels et spéciaux par voie ferrée, on peut dire que la SNCF ne recule devant aucun problème de transport, quel qu'il soit, restant ainsi au service de la communauté. L'effort de traction que les locomotives peuvent exercer pour remorquer un train de marchandises du service commercial est limité par les attelages. Les attelages actuels sont à vis et s'accrochent à la main. Ils ne peuvent donc pas être très lourds ni très résistants. Il est prévu dans l'avenir d'augmenter l'effort possible par l'utilisation de l'attelage automatique, actuellement en essai. Celui-ci, se manœuvrant seul, peut être plus robuste, mais l'application de l'attelage automatique demandera du temps. La longueur d'un train de marchandises est techniquement limitée par les possibilités du frein. Les actions de serrage et de desserrage, commandées depuis la tête du train, sont lentes. Grâce à la télécommande, on répartit les locomotives dans le train. On peut pratiquer de grands efforts car il ne s'exerce plus depuis la tête seulement. Le freinage est rapide, la commande est en simultané en plusieurs points. Les trains peuvent être longs et lourds tout en ne comportant qu'un conducteur en tête. Il en résulte une économie de personnel et un accroissement de la capacité des lignes. C'est le train cargo. L'équipement de télécommande est monté sur des locomotives de la série BB 16500. Il comporte un ensemble d'amplificateurs magnétiques relatifs aux prises d'ordres effectuées sur le circuit de commande de la locomotive, un ensemble de relais assurant le transfert des ordres sur le circuit d'exécution, une armoire groupant les 165 cartes électroniques qui réalisent les commutations à partir des circuits de base logiques usuels. Le coffret de transmission qui fait suite groupe les dispositifs haute fréquence. Il comporte d'une part le bloc d'alimentation, d'autre part des circuits réalisés au moyen de cartes imprimées. Chacune des deux cabines est munie d'un pupitre annexe donnant au conducteur l'état des signalisations des locomotives asservies. Sur la toiture des locomotives sont installés deux dispositifs permettant le transfert du courant porteur haute fréquence sur la caténaire. Un cadre émission et un cadre réception assurent le couplage inductif. Un dispositif capacitif permet le couplage direct sur la ligne 25 kV. L'isolement de ce circuit est prévu pour 100 kV.
Par ce double système, on s'affranchit, dans une certaine mesure, des variations d'impédance de la caténaire. Un dessin animé fera mieux comprendre comment fonctionnent les équipements. Schématisons l'équipement d'une locomotive. En position pilote, le dispositif capteur d'ordre, l'ensemble de commutations logiques, le coffret de transmission et ses deux moyens de liaison haute fréquence, le cadre émission, le pantographe. En position asservie, l'équipement est le même, puisque les locomotives doivent pouvoir être utilisées indifféremment en pilote ou en asservie. Toutefois, dans cette dernière fonction, le récepteur d'ordre, comportant les relais terminaux, remplace le dispositif capteur d'ordre. Les différentes informations échangées par les locomotives sont contenues dans un message. Ce message est constitué d'une suite de moments dont on peut caractériser la présence par l'état 1 et l'absence par l'état 0. Tout d'abord, le début du message. Il synchronise les circuits logiques de toutes les locomotives à la réception du message. Il comporte 10 moments. Puis, la partie en tête, indiquant l'adresse de la locomotive et la nature du message, télésignalisation, télécommande, exécution, numéro du texte demandé. Elle est formée de 15 moments. Enfin, la partie la plus longue, le texte du message proprement dit. À chaque moment correspond une commande. Au total, ce texte comporte 25 moments. En réalité, certains moments ne servent qu'à vérifier la correction du message. 5 moments forment un caractère et le dernier moment, appelé de parité, ne sert qu'au contrôle. Il est choisi de façon telle que le caractère comporte un nombre impair de moments à l'état 1. Enfin, un dernier caractère, dit de redondance, assure un contrôle supplémentaire du texte. La durée d'un moment est de 3,33 millisecondes et la durée totale du message est donc de 167 millisecondes. Supposons que le conducteur veuille mettre en service le disjoncteur. Schématisons les équipements qui vont intervenir. Localement, sur la locomotive pilote, l'ordre est donné par la mise sous tension d'une bobine d'enclenchement. Le disjoncteur se ferme. En même temps, cette mise sous tension change l'état du transducteur correspondant. La locomotive émet un message vers la locomotive asservie. La locomotive asservie reçoit ce message, le décode, conclut qu'il faut fermer le disjoncteur, mais n'exécute pas cet ordre. Elle le garde en mémoire. Elle retourne le message à la locomotive pilote. La machine pilote compare le message émis et le message reçu. S'il n'y a pas discordance, la locomotive pilote envoie un ordre d'exécution vers la locomotive asservie. Le relais terminal correspondant s'excite, le disjoncteur et son sectionneur associé se ferment. La locomotive asservie renvoie alors un dernier message vers la locomotive pilote, message de compte-rendu d'exécution, qui remet les équipements à disposition. Effectuons maintenant une démonstration de télécommande à l'aide de ces deux locomotives. Sur la BB 16673, le conducteur met en service l'équipement télécommande en position asservie. Cette locomotive recevra et exécutera les ordres de la locomotive pilote. La mise sous tension de l'équipement terminée,
le conducteur se rend sur la locomotive BB 16674 où il va effectuer des manœuvres identiques mais en conditionnant l'équipement pour la fonction pilote. Le conducteur établit la liaison haute fréquence. Il commande tout d'abord la montée des pantographes, ferme le disjoncteur, desserre les freins, choisit ensuite le sens de la marche, puis commande le premier cran de marche. La signalisation confirme la bonne exécution. La locomotive asservie démarre seule, car pour la démonstration, les moteurs de la locomotive pilote ont été isolés. Un deuxième cran de marche. Le manipulateur est ramené à zéro. Le conducteur actionne le frein. La locomotive asservie s'arrête. Le conducteur change le sens de marche, puis débloque le frein. Il commande quelques crans de traction et fait docilement revenir la locomotive à côté de sa machine pilote. Ceci n'était qu'une démonstration. L'utilisation rationnelle de la télécommande consiste à incorporer les locomotives dans un train. Première méthode, la locomotive pilote naturellement en tête du train puisque le conducteur est à son bord. La première locomotive asservie est placée au milieu du train. Le conducteur contrôle sa vitesse en réglant ses crans de marche. Il vérifie toujours la bonne exécution à distance de ses ordres sur le pupitre auxiliaire. La dernière locomotive asservie, située en queue de ce train expérimental, passe, cabine ouverte, recevant à plus de 1000 mètres de la locomotive pilote les ordres auxquels elle obéit passivement. Le processus d'échange de messages entre les trois locomotives est le suivant. La locomotive pilote transmet les messages successivement à la locomotive asservie numéro 1, puis à la locomotive asservie numéro 2. La transmission des messages de signalisation est cyclique. La locomotive pilote interroge la première asservie qui, en retour, envoie son message de signalisation. Puis, la locomotive pilote interroge de la même façon la seconde locomotive. Et le cycle, dont la durée totale est de 500 millisecondes, se répète indéfiniment. En cas de mauvais fonctionnement ou d'interruption de ce cycle, une signalisation d'alarme apparaît sur le pupitre annexe de la locomotive pilote. Les locomotives asservies se mettent en simple véhicule, frein en position neutre. Autre méthode d'utilisation de la télécommande. La locomotive pilote est naturellement toujours en tête. Les deux locomotives asservies en queue. Cette dernière méthode convient bien pour les trains lourds, mais de longueur normale, comme ce train de minerai de 4200 tonnes qui circule ici à 80 km à l'heure sur le profil accidenté de l'artère nord-est.
Ces deux méthodes ne sont pas les seules possibles. Chaque locomotive télécommandée peut diriger une seconde machine couplée par les fils conventionnels d'unités multiples. Des trains de 6 locomotives peuvent alors être constitués et les charges remorquées dépassent alors 10 000 tonnes en rampe. En résumé, au lieu d'avoir plusieurs trains qui se suivent, on peut les souder entre eux et c'est toute une gamme de possibilités nouvelles, riches d'avenir, que permet cette technique de la télécommande. Avec le TGV Méditerranée, Fret Marseille a donné une dimension européenne au transport d'exception. Ensemble, à l'intérieur de l'entreprise, ils ont su conjuguer offre commerciale et partenariat. Pour l'actuel plus grand chantier d'Europe, seul le chemin de fer a su démontrer ses capacités à assurer le transport de masse sur de longues distances. Ronds à béton, treillis, profilés, pales planches, matériaux, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tonnes de marchandises qui ont été transportées par fer depuis le début des travaux en 1995. Aux contraintes techniques, Fret a répondu par des garanties de régularité et le respect de l'environnement en pénétrant les métropoles régionales. Aux enjeux économiques, il a répondu par une adaptation de son offre commerciale. Aux exigences de son client, Fret a répondu par sa capacité d'offrir des solutions sur mesure et compétitives. La SNCF n'est plus un simple transporteur. Ses services s'intègrent à l'organisation des chantiers et sa logistique est optimisée depuis le site de production jusqu'à la mise en place définitive. En véritable partenaire, les réseaux italiens et français ont su coordonner l'offre commerciale et les exigences techniques d'un transport exceptionnel au quotidien. Un marché favorisé par le TGV Méditerranée. Un exemple concrétisé par le chantier des viaducs de la Durance. Avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la construction métallique et une production de 40 000 tonnes par an, le groupe des compagnies Chimolai est l'un des principaux fournisseurs de métal des grands chantiers européens. À la haute qualité des produits utilisés s'ajoute une technologie de fabrication très avancée. La qualification des techniciens consacrée par les plus hautes autorités italiennes se met au service des techniques les plus innovantes en matière de soudure automatique et semi-automatique. Après une traversée de l'Allemagne, de la France et de l'Italie, c'est ici que les tôles fabriquées par GTS Dillin, Preussag, Thyssen se transforment en poutres. Avec ses 3,20 m de hauteur, ses 22 à 29 mètres de longueur, chaque élément de 25 à 45 tonnes se prépare à entrer dans l'histoire du TGV Méditerranée. En moins d'un an, 8000 tonnes de métal auront été acheminées par 25 trains complets vers la France à la cadence de 1 à 3 circulations par mois. Trait d'union entre deux secteurs opérationnels, le transport routier est utilisé pour le transfert du site de production vers le site d'expédition. Chargé dans des conditions de sécurité optimales, chaque élément se place sur les wagons dont la mise à disposition est régulièrement programmée sur l'embranchement particulier du client. Une vigilance partagée s'attache au respect des engagements mutuels. Pour les poutres des viaducs de la Durance, le compte à rebours a vraiment commencé. De l'embranchement des usines Chimolai
à la gare de Sacile, chaque opération obéit aux impératifs de l'horaire. Intégré à la gare d'expédition, le chantier de préparation offre la capacité de stockage des rames, un gage d'économie, de gain de temps et d'efficacité pour la formation du train complet. De la Vénétie à la Ligurie, en passant par la Lombardie, cela aurait pu être le décor d'un beau voyage de rêve. Mais en matière de logistique ferroviaire, le rêve cède le pas aux impératifs de la réalité. Sacile, près de Venise, Trévise, Pavie, Vérone, Parme, Gênes sont les étapes furtives d'un périple qui va durer près de 15 heures côté italien et qui donne raison à la pertinence du rail pour traiter la logistique du transport exceptionnel à travers les frontières. En moins d'1 an, 400 ossatures métalliques auront transité entre l'Italie et la France. Pour cela, harmonisation commerciale et collaboration efficace entre les deux réseaux ont présidé à tous les problèmes techniques. Côté client, afin de s'inscrire dans le gabarit ferroviaire, l'entreprise Chimolai a accepté de limiter la hauteur des poutres à 3,20 m. Côté chemin de fer italien, les conditions d'exploitation ont été adaptées à la configuration de la ligne. Sur certains tronçons, la double traction s'est imposée. Entre Gênes et Vintimille, la coupure du courant a été nécessaire car seuls 5 petits centimètres séparaient la semelle supérieure de la poutre de la caténaire. Côté français, le chargement a été protégé des amorçages par un bâchage diélectrique. En moins de 7 heures, insensible aux caprices de la météo, le serpent gris aura rallié Cavaillon. Pour une première européenne, l'innovation d'un transport d'exception se confond à la réussite d'une concertation exemplaire. Mais l'engagement de fret ne se limite pas à l'acheminement dans les gares. À Cavaillon, le stockage du chargement est garanti par la mise à disposition d'installations aménagées. Programmé et organisé, le transbordement se fait dans la continuité par une entreprise spécialisée. En quelques heures, la phase terminale se met en place. Avec ou sans escorte de police, selon la taille du chargement, c'est par la route que les poutres rejoignent le site de pose. À Cavaillon et à Cheval Blanc, c'est sous la baguette des soudeurs que se règlent les dernières mesures d'un voyage soigneusement orchestré. Et c'est ainsi que 2 viaducs ont mis le fret à l'heure du TGV Méditerranée. La participation de la SNCF à l'exposition internationale du bois s'est manifestée par le transport d'un sapin géant depuis une forêt jurassienne jusqu'au parc de la Tête d'Or à Lyon.
Acheminé jusqu'à la gare de Lyon-Pardieu sur un wagon super spécial, le transport routier fut assuré par la CETA sur une remorque porte-wagon. Grâce à l'habileté du conducteur chargé de la direction arrière, ce chargement d'une longueur exceptionnelle de 50 mètres aborde facilement les virages. Entraînée par un tracteur de 220 chevaux, la remorque, pouvant facilement supporter 80 tonnes avec ses 24 roues toutes orientables, porte allègrement ce géant de nos forêts, long de 42 mètres, pesant 17 tonnes et dont la base fait plus de 4 mètres de tour. Malgré les difficultés de l'itinéraire aisément surmonté, cet arbre superbe, promis à l'admiration des visiteurs de l'exposition, s'approche résolument de l'emplacement qui lui est réservé. Ce matériel devait ici encore, mais à Paris cette fois, démontrer ses grandes possibilités. Désirant rendre spectaculaire la visite du train de l'Europe lors de son passage à Paris, il fut demandé à la SNCF et à la CETA de mettre en place les 7 voitures composant le train sur l'esplanade des Invalides. Ce transport posait de redoutables problèmes de circulation, tant par l'importance des masses transportées que par l'itinéraire emprunté. En effet, il s'agissait d'acheminer 7 voitures à bogies, dont la moindre pesait 37 tonnes, d'une longueur de 21 mètres, large de 3 mètres, avec une hauteur au sol de 4 mètres 57. De plus, un délai de 96 heures était imposé, et si l'on songe que l'attelage ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximum de 5 km à l'heure, il est aisé de comprendre que c'était là, pour parcourir 7 fois le trajet de 2 km 600, une lutte contre la montre. De jour comme de nuit, avec l'appui d'un service d'ordre mis en place par la préfecture de police, 2 équipes se relayant parvinrent à déposer les 7 voitures sur les installations réalisées en un temps record par le service Voies et Bâtiments de la SNCF. Tout extraordinaire que cela puisse paraître, cette locomotive va prendre la route. Construite dans les usines Batignolles-Châtillon de Nantes pour le compte des chemins de fer du Brésil et faisant partie d'une commande de 24, cette 242 posait un problème capital, les essais en ligne. Conçu pour rouler sur les voies brésiliennes, dont l'écartement n'est que de 1 mètre, il n'était pas question de l'essayer sur les voies normales françaises de 1 mètre 447. Il fut donc décidé de lui faire subir ses premières épreuves sur le réseau des chemins de fer bretons qui possèdent des voies métriques. Un transport par la route s'avérait évidemment obligatoire pour atteindre les lignes bretonnes. Les 84 tonnes de la locomotive reposent sur un bâti articulé prenant appui sur 2 remorques, dont une peut porter 80 tonnes avec ses 24 roues et l'autre munie de 16 roues, 40 tonnes. Toutes les roues sont mobiles et directrices. La propulsion de l'ensemble est assurée par 2 tracteurs de 220 chevaux chacun, l'un tirant et l'autre poussant, ce dernier faisant office de frein dans les descentes. Il est facile de comprendre que l'itinéraire de ce transport vraiment unique, dont la longueur totale est de 40 mètres et la hauteur de 5 mètres 25, fut minutieusement étudié afin de lui permettre de passer dans les agglomérations, sur les ponts et d'aborder les virages relevés avec un maximum de sécurité et un minimum de difficulté. Certains moments furent assez émouvants, surtout dans plusieurs virages où le centre de gravité parut gravement compromis.
Le passage dans les villes et villages ne fut pas toujours facile et la lenteur forcée du convoi permit aux spectateurs d'admirer ce magnifique produit de l'industrie française. À Rennes, le convoi traverse la ville devant les habitants de la cité bretonne, stupéfaits de voir pour la première fois semblable équipage dans leurs rues. Malgré l'inclémence du temps, les 190 km du trajet furent parcourus en 5 jours à la vitesse moyenne de 5 km à l'heure. Et c'est la Broynière, terme du voyage. L'audacieuse équipée a pleinement réussi grâce au courage et à la ténacité de tous ceux qui voulurent la mener à bien. Faisant partie de la commande passée par les chemins de fer brésiliens, ces 2 locomotives 242 vont se rendre, non pas cette fois par la route, mais par voie ferrée, de l'usine qui les a vues naître au port de Nantes. De là, embarquées sur un cargo, elles feront route vers leur pays d'adoption. C'est ici encore un spectacle peu banal que de voir ces machines aux roues immobiles qui semblent glisser sur le parapet d'un pont. Le convoi traverse la ville, et si celui-ci paraît moins curieux que le transport routier, il n'en est pas moins impressionnant. Imperturbables et inertes, peut-être plus humiliées que leurs sœurs qui fit le voyage routier de ne pouvoir se déplacer elles-mêmes sur leur élément, ces machines offrent cependant au regard une ligne impeccable et racée dans leur robe noire sous-tachée de blanc. Voici le port, bientôt l'embarquement et le large. Et puis, dans le lointain Brésil, la voie pour laquelle elles ont été conçues, où elles pourront enfin donner libre cours à leur fougueuse puissance. Chaque année, la SNCF transporte près de 18 millions de tonnes de marchandises dangereuses, ce qui représente 35% de ce marché. Des liquides inflammables, des gaz, des matières comburantes, corrosives, explosibles, des matières radioactives. Par train entier ou par wagon isolé, la SNCF réalise des expéditions ou des arrivages de marchandises dangereuses dans plus de 600 gares. Transporteur incontournable pour le secteur industriel, la SNCF est un véritable partenaire à l'écoute de ses clients. Agence commerciale chimie, Michel Mazet, bonjour. Les relations commerciales avec les clients ont beaucoup évolué ces dernières années. Nous ne proposons plus seulement un simple transport, mais un service avec un haut niveau de sécurité. Par ailleurs, nous sommes aussi plus proches de nos clients, plus réactifs. Et nous leur proposons aussi une démarche de qualité qui précise les engagements de la SNCF et des clients, sous la forme d'un accord local. Et ces accords locaux sont désormais adaptés à chacun d'entre eux. On l'a préparé sur le terrain, avec les gens terrain. Tout le monde a donné son accord. Tout le monde a donné son accord, puisqu'on veut qu'elle soit applicable et appliquée surtout. Voilà, là on décrit un petit peu toutes les opérations, tout ce qu'on contrôle sur un wagon avant le départ. Oui. Ça intéresse beaucoup les clients.
Notre première exigence, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui est inné en nous. Il faut qu'elle soit de même au niveau du transporteur. Les exigences pour le voyage des marchandises dangereuses sont le respect de la sécurité et le respect des délais. Exactement. Le transporteur, c'est le dernier maillon de la chaîne et il doit être représentatif de notre activité. C'est-à-dire qu'il doit avoir les exigences de sécurité que nous avons. La sécurité des circulations, c'est l'exigence de base de la SNCF. Ainsi, les mêmes procédures de sécurité sont appliquées tant aux trains de voyageurs qu'aux trains de marchandises. Pour les marchandises dangereuses, nous prenons des mesures spécifiques. D'ailleurs, en collaboration avec les clients, les pouvoirs publics, les experts, aussi bien internes qu'externes. Au plus haut niveau, la SNCF a mis en place une commission sécurité marchandises dangereuses chargée d'un rôle de prévention, de réflexion et de retour d'expérience. Élaboration de plans locaux marchandises dangereuses, qualification des gares expéditrices, création du service présence fret, formation de 12 000 cheminots concernés. La SNCF s'est dotée des meilleurs atouts pour garantir à sa clientèle une sécurité et un service accru dès la prise en charge des wagons. Je contrôle les wagons de marchandises dangereuses. C'est un contrôle en 10 points. Et c'est une étape indispensable pour accepter les wagons au transport. Je saisis les caractéristiques du wagon. C'est le départ du suivi informatique jusqu'à son lieu destinataire. Si je rencontre un problème, nous refusons le wagon au départ. En cas d'événement concernant les marchandises dangereuses, mon rôle est de déclencher le plan marchandises dangereuses afin d'une part de mettre les personnes à l'abri et d'autre part de permettre l'intervention des secours. Moi, la FUO 304, il y a un FUO 304, oui. La protection des personnes peut aller jusqu'à l'évacuation ou le confinement, non seulement du personnel de la SNCF, mais aussi des populations environnantes. Et en cas d'intervention des pompiers, il s'agira de leur fournir rapidement la nature de l'événement, la nature du produit transporté, la direction du vent qui déterminera leur lieu d'arrivée et d'intervention. Il s'agit d'une conduite d'alimentation de la structure hydraulique, ça fuit à peu près depuis 10 minutes, un quart d'heure. On demande à la SNCF systématiquement d'où vient le train, où va le train, quel est le produit en cause, de façon à essayer d'avoir des spécialistes du produit sur le terrain. Et c'est la SNCF qui pourra en fait nous donner toutes ces informations. Il n'y a qu'une bride qui fuit. Ça fuit, fuite importante en queue de carpe. Nous avons besoin d'échanges avec la SNCF parce que nous avons besoin de savoir, de connaître les risques que représentent les matières dangereuses transportées par voie ferrée. Ça, c'est le schéma du dispositif. Avec la SNCF, nous avons des relations dans de nombreux domaines, que ce soit la formation, que ce soit l'intervention et les retours d'expérience qui s'y rattachent, la prévention, la prévision. Et je pense que ce partenariat conduit les deux services à être nettement plus efficaces pour régler les crises éventuelles. Présence Fret est d'une part chargée de l'aide au traitement des événements affectant la sécurité des transports de marchandises dangereuses et d'autre part chargée du suivi opérationnel des transports et de l'information de la clientèle. Donc il sera à destination demain matin à Martigues. Carring Steel. Le triage du Bourget qui me signale un suintement sur une transport de matières radioactives qui circulent entre Valognes et Pierrelatte. Donc j'attire l'attention sur le fait que ce transport-là doit respecter impérativement l'acheminement qui est prévu dans cette condensation parce qu'apparemment l'agent qui a constaté ça n'a pas ressenti. Oui, Je dirais plutôt que c'est un partenariat que nous avons avec la SNCF parce que je peux être à la fois client et fournisseur. Client quand je reçois les rames à dépoter ou à charger et fournisseur quand je remets celles-ci à l'expédition sur le réseau ferroviaire français. Je dirais pour moi que la SNCF joue un rôle de filtre très important car en plus de la qualité de la prestation, je leur demande de veiller à la sécurité. Et pour renforcer la sécurité, des réunions de retour d'expérience suite à des événements rassemblent tous les intervenants.
dernièrement. Je vous rappelle un wagon de GPL qui s'est fait tamponner en gare. La décision a été prise de transvaser, de coordination entre les différents services. De façon très proche en binôme sur le terrain. Si nous nous engageons à fournir ces moyens-là, de votre serait peut-être de prendre justement cette responsabilité de coordination. C'est un bouclage qu'il faut faire pour vérifier que tout ce qui a été décidé a bien été pris en compte et effectué. Ce retour d'expérience, c'est la base de l'alimentation d'un système général sur la sécurité. Si on souligne ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on peut mettre en valeur, c'est qu'il y a eu une bonne coopération, un bon partenariat, un partage de l'information et une transparence. Et je pense que ce sont des éléments fondamentaux pour illustrer la politique que la SNCF souhaite avoir en matière de sécurité. La convention signée avec l'Union des industries chimiques va encore plus loin, en définissant des règles qui facilitent le traitement des incidents. Les objectifs communs de sécurité ont montré à tous les intervenants la nécessité de travailler ensemble. En déclenchant l'alliance des savoir-faire, la SNCF reste le transporteur préféré des marchandises dangereuses.